Ma mère a prétendu avoir besoin d'une opération à cœur ouvert et a volé 35 000 € de mon compte épargne. Une semaine plus tard, elle faisait le tour de l'Europe avec ma sœur. Tout le monde me disait de lui pardonner. J'ai grandi dans une maison où le titre d'enfant préféré n'était pas un mystère. Il était imprimé sur le front de Brianna. Alors, je me suis occupé de mes affaires, j'ai construit ma propre vie et j'ai gardé mes distances. Mais apparemment, me laisser être heureux était trop leur en demander. Je m'appelle Antoine. J'ai la trentaine, je travaille dans les opérations pour une entreprise de taille moyenne et je rénove des maisons à côté. Rien d'extraordinaire. J'écris ceci parce que le dernier coup que ma famille m'a fait a finalement anéanti tout espoir que les choses s'arrangent un jour avec eux. Mes parents, Thomas et Nadine, sont restés ensemble toute ma vie. Pas de divorce, pas de disputes explosives. De l'extérieur, nous avions l'air normaux. À l'intérieur, les règles dépendaient de qui vous étiez. Si vous étiez moi, vous appreniez très tôt que l'effort n'équivalait pas à l'attention. Si vous étiez ma sœur, Brigitte, vous appreniez que le monde ploierait avant qu'elle n'ait à le faire. Nadine traitait Brigitte comme un trophée. Chaque petite chose qu'elle faisait était applaudie. J'ai une fois ramené un prix de l'école et j'ai eu droit, ne prends pas la grosse tête. C'était la cadence. Les moindres efforts de Brigitte lui valaient des acclamations. Les miens, des critiques. Les vacances rendaient cela évident. Brigitte avait droit à des arches de ballon, des thèmes et des tenues assorties. Mes anniversaires se résumaient à un gâteau acheté en magasin et à fait un vœu. Si Brigitte n'aimait pas un cadeau, Nadine se précipitait pour l'échanger. Si je n'aimais pas le mien, on me disait d'être reconnaissant. La discipline suivait le même scénario. Brigitte mentait. Elle est sensible. Cassait quelque chose. Elle est fatiguée. J'oubliais une corvée. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Thomas essayait parfois d'intervenir, mais toujours discrètement, comme s'il m'aidait en cachette de Nadine. L'attention était pire. Les larmes de Brigitte arrêtaient la maison. Les miennes ne la ralentissaient même pas. Je me suis une fois coupé la main assez gravement pour avoir des points de suture. Nadine a dit, ça va. Thomas m'a conduit aux urgences pendant qu'elle se plaignait du prix de l'essence. La famille élargie n'aidait pas tant. Greta apparaissait chaque fois que Nadine laissait entendre qu'il y avait de la nourriture gratuite ou de l'amusement. Greta et Nadine agissaient comme le fan club personnel de Brigitte. La fille de Greta, Nora, suivait comme le public intégré de Brigitte. Tante Yolande repoussait sans cesse les limites. Si Brigitte recevait quelque chose de joli, elle me regardait et disait, ça ne te dérange pas de partager, n'est-ce pas? La réponse était toujours décidée avant que je ne parle. Mara, la meilleure amie de Nadine, était du genre à vous manipuler calmement. Chaque fois que je dénonçais le favoritisme, elle disait, tu interprètes trop. Ou, peut-être que tu es trop sensible. Dis de cette voix lente et régulière qui vous fait douter de vous-même. Puis il y avait Kira, ma cousine, la machine à ragots de la famille. Elle collectionnait les tensions comme des souvenirs et les racontait plus tard avec un sourire, comme si nos vies étaient son émission préférée. Le moment qui a vraiment tout scellé s'est produit quand j'avais environ 10 ans. Je me suis levé pour boire de l'eau une nuit et j'ai entendu Nadine parler à Greta dans le couloir. Elle a dit, c'est clair comme le jour, quand Antoine sera plus grand, il aidera avec Brigitte. Les garçons sont censés prendre soin de la famille. Il sera notre stabilité. Comme si je n'étais pas un enfant dans la pièce d'un accent grave côté. Comme si j'étais un futur chèque de paie. Je suis juste resté là à écouter. Nadine parlait de l'avenir de Brigitte comme s'il était sacré. Elle parlait du mien comme si c'était son plan de secours. Aucune mention de ce que je voulais ou de qui j'étais, juste de ce à quoi je serais bon. Je n'ai pas pleuré, je n'ai confronté personne. J'ai juste gardé ça en moi. C'est comme ça que je gérais les choses, même à l'époque. Un registre silencieux dans ma tête, notant qui signifiait quoi et sur qui je pouvais réellement compter. C'est cette nuit-là que j'ai compris que les rôles étaient figés. Brigitte avait les projecteurs. J'avais les miettes. Et attendre de les quitter de leur part n'était qu'une perte d'énergie. Alors, j'ai arrêté d'attendre. Le tournant de mon adolescence est survenu lorsque Brigitte a obtenu son premier emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements en ville. Nadine s'en est vantée pendant une semaine entière, racontant aux parents à quel point Brigitte était mature. Même tante Yolande a dit, tu vois, elle grandit si vite. Comme si Brigitte portait la famille.
Le travail a duré 3 semaines avant que tout n'explose. Je suis rentré de l'école un après-midi et j'ai trouvé Nadine faisant les 100 pas dans la cuisine, son téléphone à la main. Brigitte était assise à table, le mascara coulé, respirant fort comme si elle avait survécu à quelque chose de tragique. Quand Nadine m'a vu, elle m'a lancé ce regard d'avertissement qu'elle réservait au moment où elle ne voulait pas que je gâche tout. Le gérant du magasin de Brigitte avait appelé. Brigitte avait été surprise en train de voler, pas seulement une chose. Plusieurs articles fourrés dans son sac sur plusieurs services. La sécurité avait des images. Il l'a laissé partir tranquillement uniquement parce que Thomas avait été ami avec le propriétaire des années auparavant. Nadine a essayé d'adoucir les choses quand elle me l'a expliqué. Comme si le problème était que le monde était trop dur. Elle a fait une erreur, a-t-elle dit, elle subit beaucoup de pression. Tu ne comprends pas à quel point elle est sensible. Brigitte s'est immédiatement effondrée en larmes, comme si c'était une performance qu'elle avait répétée. Tremblement, main sur le visage, grand soupir, tout y était. Elle a dit qu'elle se sentait attaquée et incomprise. Et Nadine agissait comme si elle regardait son enfant s'effondrer sous le poids de l'univers. Thomas a essayé de dire un mot, mais Nadine l'a rapidement fait taire. Thomas, n'élève pas la voix. Elle est fragile. Il n'avait pas élevé la voix. En quelques minutes, toute l'atmosphère de la maison a changé. Les lumières ont été tamisées, les voix ont baissé. Tout le monde se déplaçait avec précaution, comme si les émotions de Brigitte étaient un animal blessé que nous ne pouvions pas déranger. C'était ridicule. J'ai attendu que Brigitte reprenne une autre respiration dramatique et que Nadine dise pour la 3e fois, nous ne pouvons pas lui mettre la pression en ce moment. C'est là que je l'ai dit. Calme, pas impoli, juste factuel. Elle a volé. Personne ne lui met la pression. Nous ne faisons simplement pas semblant qu'elle ne l'a pas fait. La pièce est devenue silencieuse. Brigitte s'est figée au milieu d'un sanglot, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un brise le script. Nadine s'est immédiatement tournée vers moi, non pas confuse, mais en colère, comme si j'avais franchi une ligne sacrée. Antoine, comment peux-tu dire ça maintenant, a-t-elle lancé. Elle est au plus bas. Elle a besoin de soutien. Pas de cruauté. Cruauté. C'était le mot qu'elle a utilisé. Pas pour le vol. Pas pour le magasin qui perdait de l'argent. Pas pour Brigitte qui mentait à ce sujet. Pour moi qui soulignais la réalité. Tante Yolande est arrivée 20 minutes plus tard parce que, bien sûr, Brigitte lui avait envoyé un texto. Elle est entrée avec un sac de collation pour réconforter la pauvre Brigitte et m'a lancé un regard comme si j'étais le méchant de l'histoire. Antoine, parfois tu dois adoucir ton cœur, a-t-elle dit. Tu n'as pas toujours besoin d'être si rigide. Elle souffre. Rigide, n'est-ce pas? La personne qui n'avait pas volé était le problème. Mara a appelé Nadine ce soir-là. J'ai entendu toute la conversation depuis le couloir. Mara a utilisé ce ton lent et apaisant qu'elle avait toujours. Certains enfants sont juste sensibles, a-t-elle dit. Antoine ne comprend probablement pas la pression émotionnelle. Peut-être qu'il a mal interprété les choses. Kira l'a appris en quelques heures car les ragots voyageaient plus vite avec elle que les chaînes d'information. Elle m'a appelé et a fait semblant d'être sympathique, mais elle cherchait en réalité des détails pour pouvoir les répéter à tout le monde avec un nouvel assaisonnement dramatique. Toute la famille est passée en mode de récupération pour Brigitte. Nadine nous a dit, à Thomas et à moi, de maintenir la paix et d'éviter l'énergie stressante. Cela signifiait que Brigitte n'avait pas à faire de corvée, à nettoyer sa chambre ou à répondre du problème du travail. Elle a eu une semaine de congé de la vie parce qu'elle a pleuré assez fort. Je ne me suis pas énervé. J'ai juste ajusté. J'ai commencé à dire non plus souvent. Si Nadine me demandait de nettoyer après Brigitte, je disais, elle est assez grande et je partais. Si Brigitte exigeait que je lui explique quelque chose pour l'école ou que je la couvre, je disais, ce n'est pas mon travail et je continuais mon chemin. Si quelqu'un essayait de me dire que Brigitte traversait une période difficile, je demandais une crise de larmes ou la responsabilité et je laissais la conversation là. Chaque fois que je ne jouais pas le jeu, Nadine le traitait comme de la rébellion. Yolande le traitait comme un manque de respect. Mara le traitait comme un malentendu. Kira le traitait comme un nouveau contenu pour son dossier de ragot. Mais pour la première fois, je n'ai pas cédé. C'est l'année où j'ai cessé de porter les conséquences de Brigitte. Si elle brûlait un pont, elle pouvait rester seule dans la fumée.
Thomas était la seule personne dans la maison qui me traitait comme un vrai fils, pas comme une pièce de rechange. Il n'était pas bruyant à ce sujet. Il ne faisait pas de grands discours ni de moments dramatiques. Il était simplement présent de la manière qui comptait. La plupart des jours après l'école, il était dans le garage à travailler sur quelque chose. Sa vieille boîte à outils, une charnière lâche, un meuble que quelqu'un avait déposé. Je l'aidais sans avoir besoin d'invitation. Nous ne rendions pas les choses sentimentales. Il me tendait un outil, je le lui rendais, et nous faisions le travail. C'étaient les heures calmes où je pouvais respirer sans me sentir jugé. Parfois, il m'emmenait faire un tour en voiture lorsque Nadine était dans l'une de ses missions centrées sur Brigitte. Rien d'extraordinaire, juste aller chercher des fournitures ou déposer des dons. Il prenait de mes nouvelles sans creuser. L'école, ça va? Tu vas bien? Je répondais. Et il hochait la tête comme si c'était suffisant. Pas de pression, pas de comparaison avec ma sœur, pas d'attente pour que je porte les émotions de quelqu'un d'autre. Il voyait le favoritisme. Il voyait comment Nadine traitait Brigitte comme une collection délicate et moi comme un outil durable destiné à survivre à tout. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais il ne prétendait pas non plus que tout était égal. Quand Nadine avait l'un de ces jours ne contrariait pas Brigitte, Thomas venait me voir plus tard et me disait quelque chose comme « Ne t'en prends pas à toi-même ». C'était sa version de la résistance. Et quand c'était important, il me soutenait. Si Brigitte mentait à mon sujet, Thomas ne la croyait pas par défaut. Si je disais que quelque chose s'était passé, il me faisait assez confiance pour ne pas supposer le pire. C'était en soi quelque chose que Nadine ne m'a jamais donné. Pendant ce temps, le sentiment de Brigitte que tout lui était dû ne cessait de croître. Chaque fois qu'elle s'en sortait, cela la reconfigurait. Elle a commencé à s'attendre à un traitement de faveur partout, pas seulement à la maison. Si un professeur lui donnait une mauvaise note, c'était injuste. Si un ami ne l'invitait pas quelque part, c'était de la jalousie. Si une règle s'appliquait à elle, c'était trop sévère. Nadine nourrissait cela à chaque étape, lui disant que le monde était censé s'adapter à ses sentiments. C'est à peu près à cette époque que Philippe a commencé à apparaître plus souvent aux événements familiaux. Philippe n'était pas proche de Thomas, malgré tous ses efforts pour faire croire le contraire. C'était un de ces types qui gravitaient en marge de la famille. Ami d'un ami, voisin d'un cousin, jamais vraiment invité, mais toujours là. Philippe avait l'habitude de choisir le pire moment pour donner un avis équilibré que personne n'avait demandé. Si Nadine me criait dessus pour quelque chose que Brigitte avait fait, Philippe se penchait et disait « Eh bien, peut-être que les deux parties pourraient mieux communiquer ». Et si Brigitte faisait l'une de ses crises de larmes, il disait « Elle est sous pression ». Essayons de comprendre son point de vue. Peu importait la situation. Philippe défendait la personne la plus chaotique de la pièce comme si c'était un sport. Un après-midi, Brigitte avait crié sur Nadine parce qu'elle ne lui avait pas acheté une nouvelle veste sur le champ. Nadine s'est excusée auprès d'elle, ce qui n'avait aucun sens. Thomas et moi étions dans le salon lorsque Philippe est arrivé comme s'il se joignait à une conversation au coin du feu. « Vous savez, » a dit Philippe, « c'est difficile d'être jeune. Les émotions sont vives. Peut-être qu'Antoine devrait essayer d'être plus patient avec elle. Elle traverse beaucoup de choses. Je n'ai même pas pris la peine de le regarder. Philippe, tais-toi. Il a ri comme si je plaisantais. Non, je suis sérieux. Ces choses ne sont pas noires ou blanches. Je l'ai interrompu. Tu ne sais rien de cette maison, alors arrête de faire comme si tu savais. Il s'est finalement tu. Thomas n'a pas commenté, mais il m'a fait un petit signe de tête en allant à la cuisine. C'était du langage Thomas pour dire « tu as bien géré ça ». Plus je vieillissais, plus j'arrêtais d'essayer de gagner l'approbation de Nadine. Je me suis concentré sur l'école, le travail, l'apprentissage de compétences, tout ce qui n'était pas lié à son humeur. J'ai pris des cours supplémentaires, j'ai aidé Thomas avec les réparations et je me suis débrouillé seul. Plus je devenais indépendant, plus il était facile de laisser les absurdités de Nadine me glisser dessus. Brigitte, d'un autre côté, s'est davantage appuyée sur l'idée que tout le monde lui devait quelque chose. Si j'obtenais une réussite, Nadine la minimisait. Si Brigitte obtenait la plus petite réalisation, Nadine le disait à tout le groupe de discussion familiale. Ça ne m'énervait plus. Ça confirmait simplement ce que je savais déjà. Au moment de ma terminale, j'avais déjà décidé que je ne resterais pas dans cette maison plus longtemps que nécessaire. Je ne me suis pas disputé à ce sujet.
Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste fait mes plans, j'ai obtenu mes bourses et j'ai emballé ma vie tranquillement. Thomas m'a aidé à charger la voiture. Nadine tournait autour de Brigitte comme toujours. Brigitte n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand j'ai dit que je partais. Pas de surprise là-bas. J'ai serré Thomas dans mes bras. Il a dit, va construire quelque chose de bien. Et c'est tout. Simple, solide. En partant, je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. Je me sentais juste clair. Je savais exactement qui étaient Nadine et Brigitte et qui je n'allais pas être pour elles, plus jamais. À la fin de la vingtaine, ma vie ne ressemblait en rien à celle que Nadine attendait pour moi. J'avais un emploi stable dans les opérations, une routine stricte et quelques propriétés locatives que je rénovais moi-même. Ce côté bricoleur, c'est quelque chose que j'avais appris de Thomas. Construire, réparer, entretenir, gagner. Cela me gardait concentré et sain d'esprit. Pendant ce temps, Brigitte dérivait toujours d'une idée à l'autre. Chaque mois, elle avait un nouveau plan, dont aucun ne durait plus longtemps qu'il ne lui fallait pour perdre tout intérêt. Nadine planait derrière elle comme un garde du corps, aplanissant toutes les conséquences. Si Brigitte quittait un emploi, Nadine qualifiait le directeur de non professionnel. Si Brigitte manquait des paiements, Nadine accusait l'entreprise de ne pas soutenir les jeunes femmes. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Le piège du co-emprunteur s'est produit un mardi après-midi. J'étais chez moi en train de remplacer un luminaire lorsque Nadine et Brigitte sont arrivées à l'improviste. Elles sont entrées comme si c'était une réunion prévue. Brigitte se tenait derrière Nadine, les bras croisés, déjà agacée. Nadine tenait un dossier à la main. « Nous avons besoin que tu signes quelque chose rapidement », a-t-elle dit, comme si elle me demandait de lui passer un tournevis. Elle a ouvert le dossier et a fait glisser des papiers sur mon comptoir. Juste co-signer pour qu'elle soit approuvée. Je n'ai pas touché les papiers. Approuvé pourquoi? Une nouvelle voiture, a dit Nadine. Elle a besoin d'un moyen de transport fiable. Cela l'aidera dans sa carrière. Brigitte a ajouté. Ce n'est même pas un gros problème. Je m'occuperai des paiements. Elle ne le ferait pas. Je le savais. Nadine le savait. Tout le monde avec des yeux le savait. La voiture était chère. Bien au-dessus de son budget. Le genre de choses que quelqu'un achète pour l'image, pas pour le besoin. Il était évident que Brigitte la voulait parce que son amie en avait eu une récemment. J'ai repoussé les papiers sur le comptoir. Non. Nadine a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas entendu. Antoine, ne commence pas. Elle en a besoin. Non, ai-je répété. Calme. Finale. La bouche de Brigitte s'est ouverte. Tu es sérieux? Tu fais vraiment ça maintenant? Nadine a immédiatement haussé la voix. Elle essaie d'avancer dans la vie. Toi, de toutes les personnes, tu devrais la soutenir. Je ne vais pas me lier à un prêt qu'elle ne peut pas se permettre, ai-je dit. Tu veux qu'elle ait une voiture? Achète-lui en une dans son budget. Le volume dans la pièce a rapidement augmenté. Elles ont agi comme si je l'avais personnellement empêché de respirer. Nadine a dit que je tuais son élan. Brigitte a dit que j'étais jaloux. Nadine a sorti sa phrase préférée. La famille se soutient mutuellement. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste attendu qu'elles s'épuisent. Elles sont finalement parties en trombe, claquant la porte comme si je les avais trahies au niveau national. Un mois plus tard, Thomas est tombé malade. C'est arrivé vite. Une semaine, il allait bien. La suivante, il était à l'hôpital, incapable de reprendre son souffle. Le diagnostic a frappé comme du béton. Quelque chose de grave, en phase terminale, peu de temps. J'étais là pour les moments difficiles parce que c'est ce que vous faites pour la personne qui vous a vraiment élevé. Je me suis assis avec lui pendant les traitements. J'ai parlé avec ses médecins. Je l'ai aidé à manger les jours où il ne pouvait pas le faire. J'ai vu son énergie diminuer de semaine en semaine. Nadine et Brigitte se sont montrées quand cela leur donnait une bonne image. Un timing parfait. Juste avant la fin des heures de visite, juste avant qu'une infirmière ne passe, juste au moment où d'autres parents pourraient arriver. Brigitte a apporté des appareils photo plus qu'elle n'a apporté de réconfort. Nadine planait près de la porte comme si elle vérifiait les présences. Thomas est décédé un matin calme. J'étais là. Nadine n'y était pas.
Brigitte n'y était pas. Elles sont arrivées plus tard et ont fait semblant d'être choquées, comme si son timing les avait personnellement offensées. La réunion aux pompes funèbres a été le moment où Nadine a essayé de réécrire l'histoire en temps réel. Elle est entrée avec un classeur et une voix pleine d'autorité, parlant comme si elle avait accompagné Thomas à chaque étape de sa maladie. Elle a utilisé l'expression un autre moment familial au moins 3 fois avant que nous nous asseyions. Elle a essayé de prendre le contrôle de tout le processus, la musique, les orateurs, l'ordre des événements. Elle a même insisté pour que Brigitte parle lors du service. Elle était si proche de lui, a dit Nadine. Brigitte a regardé son téléphone pendant toute la phrase. Le directeur des pompes funèbres s'est tourné vers moi parce que Thomas avait laissé des instructions me désignant comme son contact. Nadine l'a remarqué et a immédiatement essayé de s'interposer. Antoine, tu devrais inclure ta sœur dans tout. C'est une question d'unité. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Nadine, Brigitte n'était pas là pour lui. Elle a à peine rendu visite. Elle ne va pas faire de discours. Nadine s'est raidie. Remets-tu en question son chagrin? Je dis la vérité, ai-je dit. Nous ne faisons pas de spectacle pour la galerie. Elle a semblé stupéfaite, puis offensée, puis dépassée. Son cycle habituel. Elle a demandé au directeur des pompes funèbres de prendre en compte les sentiments de toute la famille, mais il a continué à regarder les papiers. Mon nom, mon autorité, le choix de Thomas. Je l'ai arrêté net. Chaque tentative de sa part pour contrôler quelque chose, je l'ai bloqué avec une seule phrase. Pas de cris, pas de va-et-vient, juste de la clarté. Quelques semaines plus tard, l'héritage a été réglé. Thomas m'a tout laissé. Ses comptes, ses petites économies, les choses qu'il possédait en propre. Nadine a fait semblant de me soutenir pendant 2 jours, comme si elle respectait les dernières volontés de Thomas. Brigitte a joué la politesse pendant peut-être 10 minutes, mais le ton a rapidement changé. La façon dont elle parlait, la façon dont elle posait des questions, la façon dont Brigitte tournait constamment autour de sujets comme la stabilité et les projets d'avenir. Je les connaissais depuis assez longtemps pour reconnaître le début d'un schéma. Elle n'était plus en deuil. Elle tournait autour. Thomas avait ouvert un compte d'épargne pour moi quand j'étais enfant. C'était un compte en mon nom sous le régime de la loi de notre département avec Nadine comme dépositaire. Légalement, l'argent était à moi. Elle avait juste le pouvoir de transaction jusqu'à ma majorité. Nous n'avions jamais pressé le changement de titulaire pendant que Thomas était en vie car il n'y avait aucune raison de le faire. Après sa mort, la banque la montrait toujours comme dépositaire sur les documents, ce qui signifiait que pour le mettre à mon nom, il fallait des formulaires de changement de titulaire lent et une vérification d'identité. Exactement le genre de processus que Nadine pouvait faire traîner. Je n'y ai jamais touché parce que je n'en avais pas besoin. Les bourses et le travail ont payé mes études, et Thomas disait toujours, laisse-le pour quand ça comptera vraiment. Nadine ne s'en est jamais approchée de son vivant. Pas par respect, juste par peur des sourcils de Thomas si elle tentait quelque chose de louche. Après sa mort, j'aurais dû savoir que ce compte commencerait à lui ressembler à un distributeur automatique. Mais avant de le frapper, elle a fait les tours de chauffe. Elle a essayé quelques petites alertes de santé, le même schéma qu'elle avait testé auparavant. Un matin, elle a prétendu que sa poitrine était oppressée. Je lui ai dit, donne-moi les coordonnées de la clinique. Je les paierai directement. Elle s'est soudainement sentie bien. Un autre jour, c'était des vertiges. Même réponse de ma part. Même guérison miraculeuse. Je pensais qu'elle s'ennuyait, pas qu'elle était malade. Puis elle a décidé de voir les choses en grand. J'étais dans l'un de mes logements locatifs en train de remplacer une marche endommagée lorsque Brigitte a appelé, avec une voix digne d'une audition pour un film catastrophe. Antoine, maman s'est effondrée. Elle ne se relève pas. S'il te plaît, réponds. J'ai entendu des mouvements, des pleurs. L'écho d'une pièce avec trop de gens. Puis une voix en arrière-plan. Profonde, calme et assez officielle pour que j'arrête ce que je faisais. Madame, reculez. Laissez-la respirer. Brigitte a mis le téléphone sur haut-parleur. Une autre voix a dit, possible événement cardiaque. Nous la transportons maintenant. D'accord, ça attire votre attention, même si vous ne faites pas confiance aux personnes impliquées. Je me suis dirigé vers l'hôpital. Quand je suis arrivé, Nadine était dans un lit avec des moniteurs attachés, l'air assez pâle pour convaincre quelqu'un qui n'était pas habitué à ses performances.
Une infirmière a expliqué qu'ils avaient fait des tests préliminaires, mais qu'elle avait besoin d'un suivi avec un cardiologue spécialiste hors du département, dans les Bouches-du-Rhône, quelqu'un avec des disponibilités immédiates pour une évaluation. Tout semblait assez réel. Du vrai personnel, du vrai matériel, un vrai hôpital. Plus tard dans la nuit, Nadine m'a envoyé un devis de traitement par email. Je l'ai ouvert en m'attendant à ces arnaques habituelles d'amateurs. Au lieu de cela ressemblait à quelque chose qu'un vrai service de facturation d'hôpital enverrait. En tête de l'hôpital, service de cardiologie, code de procédure, signature numérique, contact d'un coordinateur de patients. C'était assez soigné pour qu'il faille connaître le codage médical pour repérer les défauts. La plupart des gens ne le feraient pas, et je n'allais pas accuser un hôpital de mentir sur la base d'une intuition. Le devis total, 70 000 €. Je ne lui ai pas offert un centime. Je lui ai donné la même réponse que d'habitude. Donne-moi leur service de facturation. Je les paierai directement. Elle a hésité. A prétendu qu'elle ne voulait pas les déranger, ce qui est une chose étrange à dire quand votre cœur est censé mal fonctionner. J'ai répété. Elle a promis qu'elle s'en occuperait demain. C'était la fin de cette conversation. Le lendemain matin, Nadine et Brigitte ont annoncé qu'elles partaient pour un programme de récupération cardiaque d'1 mois dans les Bouches-du-Rhône. Selon elles, le spécialiste avait besoin d'une surveillance prolongée et d'une évaluation du mode de vie. Bien sûr. Ça ressemble exactement à quelque chose qu'un cardiologue prescrirait à une femme dont l'idée de l'exercice est de se disputer avec le service client. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles pendant une semaine, sauf de courts textos. Atterrissage bientôt. Installation. Test demain. Rien de concret. Cela n'a pas déclenché d'alarme. Être vague est leur réglage par défaut. Puis Lydie, mon amie qui connaît les ruses de Nadine depuis des années, m'a envoyé des captures d'écran. C'était Brigitte à la Tour Eiffel. Pose complète, maquillage complet, grand sourire, zéro signe de stress médical, horodaté de ce matin-là. J'ai cru que c'était une blague. Puis Lydie en a envoyé une autre. Tante Greta sur un bar sur le toit à Barcelone. Puis Nora faisant du shopping à Milan, tournoyant dans une nouvelle tenue. Puis à nouveau Brigitte, cette fois en Espagne, un verre à la main, riant comme si elle venait de gagner à la loterie. Lydie a écrit, « Je pensais que ta mère était dans les Bouches-du-Rhône. » Ouais, c'était l'histoire. J'ai ouvert l'application bancaire mobile pour vérifier quelque chose sans rapport et j'ai remarqué une baisse du solde de mon compte d'épargne d'enfance. Une grosse baisse, 35 000 € envolés. Puis un autre retrait plus petit, tous libellés ou autorisés par le propriétaire du compte, ce qui signifiait légalement Nadine. Elle avait toujours l'autorité de dépositaire en direct sur le profil du compte, même si les fonds étaient légalement les miens. Changer le titulaire n'était pas un clic. La banque voulait une documentation départementale et un changement de titulaire formel que Nadine pouvait retarder tant qu'elle restait répertoriée comme dépositaire. Tout s'est mis en place. L'effondrement, le spécialiste, la facture soignée, l'urgence soudaine, les textos vagues, la récupération d'1 mois, l'itinéraire européen déguisé en soins médicaux. Elle n'a pas attendu mon approbation. Elle n'en avait pas besoin. Elle a juste attendu le moment où Thomas n'était plus là pour la bloquer et a vidé une grande partie du compte comme si elle prenait des collations avant un voyage en voiture. 3 jours plus tard, Nadine a envoyé une autre facture par email. Celle-ci avait l'air légitime aussi, jusqu'à ce que vous la lisiez vraiment. Un indice, l'identifiant national du fournisseur à 10 chiffres sur l'entête est enregistré au nom d'un dermatologue dans un autre département, pas d'un cardiologue. Falsification professionnelle, planification amateur. Au lieu de cela, je me suis assis, je me suis connecté à tout et j'ai commencé à documenter. Pas avec un éclat dramatique, juste de la même manière que je suis les dépenses pour une rénovation. Date, nom, capture d'écran, transfert, email. C'était un braquage, et maintenant il était traçable. Je n'ai pas perdu de temps. Après avoir vu les photos d'Europe et les retraits du compte d'enfance, j'ai appelé Nadine. Pas de mise en route, pas de bavardage. Pourquoi as-tu pris de l'argent du compte d'épargne, ai-je demandé. Silence, puis une longue inspiration comme si elle préparait un monologue. Tu l'as autorisé, a-t-elle dit, la voix déjà tremblante comme si elle voulait pleurer tout au long du mensonge. Tu as accepté d'aider avec mon traitement. Brigitte t'a entendu. Brigitte a crié de quelque part à proximité. Ouais, tu as dit que tu couvrirais. Il déforme les choses maintenant.
Bien sûr. Le cœur. Je n'ai jamais rien autorisé, ai-je dit. Je t'ai dit que je paierais l'hôpital directement. Nadine a accéléré. C'est son signe. Mentir plus vite que son cerveau ne peut suivre. Eh bien, c'est ce que tu voulais dire. Tu nous as dit de nous en occuper comme nous en avions besoin. Et le spécialiste? Il n'y avait pas de spécialiste, les jeux interrompus. Tu étais à la Tour Eiffel. Elle s'est étouffée avec sa réponse. Nous avions besoin d'une pause. Le stress, les tests. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être malade. Brigitte est de nouveau intervenue, plus fort cette fois. Antoine, tu ne te soucies pas de la famille. Tu es froid. Maman a failli mourir et tu t'inquiètes pour l'argent. Voilà. Le pivot classique. Il vole puis vous accuse d'être matérialiste pour l'avoir remarqué. Je ne m'inquiète pas, ai-je dit. Je documente. Ils n'ont pas aimé ce mot. On ne voit jamais une pièce paniquée au téléphone, mais je l'ai entendu. Papier qui bruisse, chuchotement. La respiration de Nadine s'est accélérée. Antoine, a lancé Nadine. Ne me parle pas comme si j'étais une étrangère. Je méritais de l'aide. Nous méritions de l'aide après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est ta mère, a ajouté Brigitte comme si elle venait de livrer un argument final. Ouais, ai-je dit, malheureusement pour nous deux. J'ai mis fin à l'appel, je les ai bloqués. Pas de discours, pas d'émotion, pas de prolongation. Elles avaient mérité le silence. Bien sûr, des gens comme eux n'acceptent pas simplement les conséquences. Ils vont recruter. En 48 heures, Mara s'est en quelque sorte nommée porte-parole des blessés. Elle a commencé à appeler des parents, disant à tout le monde que j'avais changé depuis le décès de Thomas. Selon elle, j'étais devenu agressif et déséquilibré, ce qui est ironique venant de quelqu'un dont toute la personnalité est la manipulation avec un sourire. J'ai entendu parler de sa petite tournée par 3 cousins différents avant le déjeuner. Alors, je l'ai appelée. Elle a répondu comme si elle s'attendait à des applaudissements. Antoine, je me suis tellement inquiété pour toi. Arrête ça, ai-je dit. Tu racontes des histoires sur moi. Un léger hoquet. Quoi? Non. Les gens sont juste confus et j'ai essayé d'expliquer. Tu as dit que j'étais instable. Je n'ai jamais dit ça, a-t-elle répondu rapidement. La façon dont les menteurs transforment les phrases en réflexes. Peut-être que quelqu'un a mal entendu. 3 personnes ont mal entendu exactement la même phrase. Elle a hésité un clin d'œil de trop. Puis est venu l'acte d'innocence. Chérie, tu es en deuil. Tu es sensible. C'était là, le coup classique. Quand on est acculé, accuser l'autre personne d'être émotive. Je ne lui ai pas donné plus de cordes. C'est fini, Mara. Antoine, attends. J'ai raccroché. Je l'ai bloqué aussi. Ensuite, c'était au tour de Kira, qui ne manque jamais une occasion de jeter de l'huile sur le feu familial. Elle m'a envoyé un texto pour me demander ce qui se passait vraiment, faisant semblant de s'en soucier. Je lui ai dit la vérité en une ligne. Nadine a volé sur le compte. Brigitte a aidé à couvrir. Simple, factuel. 5 minutes plus tard, elle a fait une capture d'écran de mon message et l'a balancé dans le groupe de discussion familiale avec la légende. Antoine a officiellement perdu la tête. Il est obsédé par l'argent. C'est dégoûtant. Elle a même ajouté un emoji en pleurs pour un effet dramatique. Elle avait oublié que je ne joue pas au ping-pong téléphonique. Je l'ai bloqué avant qu'elle ait fini de taper sa phrase suivante. Pas de réaction, pas d'explication, juste un retrait silencieux, ce qui l'a énervé plus que tout ce que j'aurais pu dire. Puis est venue tante Yolande, l'officier d'éthique autoproclamé de la famille. Elle m'a appelé comme si elle convoquait un enfant au bureau du directeur. J'ai entendu ce que tu as fait, a-t-elle dit. Tu dois prendre tes responsabilités. Ta mère et ta sœur sont en difficulté. L'argent va et vient, mais la famille. Yolande, ai-je dit. Tu n'as jamais vu une limite que tu n'as pas voulu violer. Elle a bafouillé. Excuse-moi. Tu m'as entendu. J'ai raccroché. Je ne lui ai pas laissé la chance de recharger. Finalement, Philippe est arrivé comme prévu. Philippe est le gars qui adore donner des avis équilibrés malgré qu'il ne connaisse jamais les faits. Il m'a envoyé un texto avec sa sagesse sourde habituelle.
Peut-être que ta mère n'a pas voulu prendre l'argent. Le deuil fait faire des choses étranges aux gens. Bien sûr. Et la gravité fait tomber les choses. Merci, professeur. J'ai répondu par, elle a acheté pour des milliers d'euros de sacs à main en Italie. Si le deuil fait ça, le monde entier est en difficulté. Philippe a tapé en retour un paragraphe sur la communication et la compréhension des deux côtés. Mais je ne l'ai pas lu. Blocage. À la fin de la semaine, c'était comme si quelqu'un avait secoué une boule à neige pleine d'idiots. Ils étaient partout, appelant, envoyant des messages, chuchotant. La campagne de dénigrement tournait à plein régime, alimentée par les deux personnes qui avaient le plus à perdre si la vérité éclatait. Mais rien de tout cela n'a fait ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas eu de crise, pas de cris, pas de contre-attaque dramatique, juste des sorties nettes. Les gens pensent qu'il est difficile de couper les ponts avec la famille. Ce n'est pas le cas. Ce qui est difficile, c'est de prétendre que leur comportement a un sens. Une fois que vous arrêtez de faire ça, le reste est facile. J'ai passé les jours suivants à tout organiser tranquillement. Relevé bancaire, horodatage des retraits, photos d'Europe, fausses factures médicales, chaque message qu'ils avaient envoyé se vantant de leur rétablissement, chaque mensonge révisé. Je ne savais pas encore exactement quel serait le prochain mouvement, mais cela n'impliquerait plus de leur parler. Le temps de la conversation était terminé. Le temps de la performance était terminé. C'était la partie où les choses devenaient enfin intéressantes, et j'en avais fini de jouer gentiment. La semaine après avoir coupé les ponts avec tout le monde, je suis entré dans le bureau d'un avocat avec un dossier assez épais pour étouffer une déchiqueteuse. La réceptionniste m'a fait un sourire poli, le genre de sourire que les gens utilisent lorsqu'ils se demandent quel niveau de problème vous transportez dans ce classeur. L'avocat, la quarantaine, costume impeccable, regard encore plus affûté, s'est assis en face de moi et m'a demandé ce qui m'amenait. Je lui ai donné la version courte. Nadine a pris de l'argent du compte que Thomas avait ouvert pour moi. A menti sur une urgence cardiaque. A utilisé les fonds pour des vacances en France, en Espagne et en Italie. A falsifié des documents médicaux. Puis elle et Brigitte m'ont sali auprès de toute la famille quand je n'ai pas joué le jeu, il n'a pas bronché. Montrez-moi ce que vous avez. Alors, j'ai tout fait glisser sur la table. Les relevés bancaires montrant les retraits. Les captures d'écran de Brigitte posant devant des monuments au lieu de chambres d'hôpital. Les documents du spécialiste avec les mauvais codes. L'itinéraire européen se faisant passer pour un plan de rétablissement. Le groupe de discussion familiale où Brigitte affirmait que j'avais accepté d'aider. Et les rumeurs que Mara et Kira avaient propagées sur mon instabilité. Il a parcouru le tout sans ralentir. Vous avez un dossier solide. C'est de la fraude, de la conversion, un enrichissement sans cause, une violation de l'obligation fiduciaire dans le cadre d'un compte de dépositaire et, selon la portée des mensonges, de la diffamation. Exactement ce à quoi je m'attendais. Il a expliqué le processus. Avant d'intenter une action en justice, il devait envoyer une lettre de mise en demeure. Une dernière chance pour Nadine et Brigitte d'agir comme des êtres humains avant que le tribunal ne s'en mêle. Je m'en fichais de toute façon, mais le protocole est le protocole. La lettre est partie le lendemain matin. Elle leur demandait de rendre l'argent, de corriger leurs mensonges et d'arrêter d'utiliser mon nom pour leur numéro de victime. Il leur a fallu une semaine pour faire semblant de ne pas l'avoir vu. Puis, Brigitte a rompu le silence, envoyant un paragraphe qui avait l'énergie de quelqu'un essayant de paraître mature tout en pleurant sur un clavier. Elle a prétendu avoir utilisé l'argent de manière responsable et que je la punissais pour avoir pris soin de Nadine. Elle a essayé de me faire porter la responsabilité de son choix de l'Europe plutôt que d'une clinique. Nadine a suivi avec un message qui se lisait comme si elle avait avalé un thésaurus de culpabilité. Selon elle, je lui devais mon soutien parce que c'est ce que font les fils. Et apparemment, son voyage en Italie comptait comme une récupération émotionnelle. Aucun des deux messages ne contenait la phrase « Je vais rendre l'argent ». J'ai transmis les deux à mon avocat. Sa réponse a été courte. Nous déposons. L'action en justice comprenait tout ce dont elle avait besoin. Fraude pour avoir simulé l'urgence médicale, conversion pour avoir puisé dans un compte qu'elle n'avait pas le droit de toucher sans consentement. Enrichissement sans cause pour le voyage et diffamation pour les mensonges qu'ils ont propagés pour se couvrir. Le tribunal a mis quelques mois à fixer une date. Le jour venu, Nadine est entrée vêtue d'un pull bleu doux et serrant des mouchoirs comme des récompenses.
Brigitte avait l'air d'avoir passé 3 heures à essayer de choisir une tenue qui disait victime mais toujours à la mode. Leur avocat avait l'air fatigué avant même que nous ayons commencé. Mon avocat a présenté la chronologie clairement, les retraits, les faux documents médicaux, les vols pour la France datés du même jour où Nadine prétendait subir des tests de diagnostic. Les publications de Brigitte sur les réseaux sociaux, les mensonges du groupe de discussion, la piste des ragots de Mara, le coup de la capture d'écran dramatique de Kira. La juge n'a pas interrompu une seule fois. Puis Nadine a pris la barre et a livré la performance de sa vie. Elle a prétendu qu'elle pensait avoir la permission d'utiliser l'argent. A prétendu qu'elle était confuse après la mort de Thomas. A dit que le voyage à l'étranger était pour sa santé parce que le stress affecte le cœur. La juge lui a demandé pourquoi elle avait besoin de sacs à main de créateur pour se remettre d'un problème cardiaque. Elle a dit que les objets de réconfort réduisent l'anxiété. Même son avocat a grincé des dents. Brigitte a essayé d'aider en disant qu'elle se souvenait m'avoir donné son accord verbal. La juge lui a demandé quand et où. Elle a changé de réponse 3 fois en 30 secondes, puis a dit qu'elle était trop émotive pour se souvenir. La juge lui a dit que ça n'allait pas marcher. À la fin, Nadine et Brigitte ne se défendaient plus. Elles improvisaient, et mal. Chaque excuse contredisait la précédente. Chaque réponse les enfonçait davantage. Chaque tentative de sympathie s'effondrait sous le poids des preuves. La décision n'a pas été dramatique. La juge n'a même pas haussé la voix. Dans notre département, la juge a simplement exposé ce qu'elle devait. La totalité des 35 000 € et le retrait supplémentaire plus petit, des pénalités légales pour les retraits non autorisés, le remboursement de mes frais de justice, des dommages-intérêts pour diffamation et une rétractation écrite des mensonges qu'elles ont propagés. Nadine a fait un bruit comme si on lui avait marché dessus. Brigitte avait l'air de s'attendre à ce que quelqu'un sorte du coin et annonce que tout était une farce, mais personne n'est venu. Après le tribunal, elles sont toutes les deux allées directement sur les réseaux sociaux pour mendier la sympathie d'étrangers. Brigitte a écrit quelque chose comme « La famille m'a trahi quand j'en avais le plus besoin ». Nadine a publié des citations vagues sur les fils qui oublient d'où ils viennent. Aucune d'elles n'a dit « Nous avons volé de l'argent ». Ce qui était la seule phrase honnête qu'elles auraient pu écrire. La famille élargie ne l'a pas bien pris non plus. La moitié a décidé de rester en dehors de ça tout en faisant circuler chaque capture d'écran. L'autre moitié a tranquillement admis qu'elle n'était pas surprise. C'est drôle comme tout le monde trouve sa voix une fois que la vérité est un dossier public. Je ne me suis disputé avec aucun d'entre eux. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas fait d'annonce. Je suis allé à la banque, j'ai fait changer le titulaire du compte en vertu du jugement, je l'ai fermé pour de bon et j'ai déplacé les fonds restants sur un compte que Nadine ne touchera plus jamais. Il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de fermer enfin la porte qu'elle continuait à forcer. En sortant de la banque, j'ai réalisé quelque chose de simple. Nadine ne m'a jamais vu comme un fils. Pas une seule fois. J'étais une ressource à laquelle elle se sentait en droit. Brigitte n'a pas été élevée pour être indépendante. Elle a été élevée pour s'attendre à un tribut. Et Thomas, il était la seule personne dans cette maison qui me traitait comme une personne, pas comme un outil. Quelques mois après le jugement, la vie est redevenue calme. Vraiment calme. Pas le genre de calme qui précède une autre catastrophe. Je suis retourné à mes routines. Le travail, la rénovation de propriété, les dîners avec des amis qui ne parlent pas en culpabilisant, et des jours qui ne commencent pas avec la crise de quelqu'un d'autre. Lydie a plaisanté en disant que je devrais encadrer l'ordonnance du tribunal comme un diplôme. Je ne l'ai pas fait. Je le garde simplement dans un tiroir avec le reste des documents. La preuve que j'ai finalement arrêté de laisser les gens réécrire mon rôle dans leur histoire. De temps en temps, quelqu'un de la famille élargie me demande si je vais un jour renouer le contact. Je leur dis la même chose à chaque fois. Je vais bien, parce que je le suis. Thomas m'a appris à construire des choses. Il s'avère que l'une de ces choses était une vie qui ne s'effondre pas au moment où quelqu'un d'autre commence à mentir. Et c'est cette vie que je garde.